En juin 1940, les Allemands arrivèrent à Saint-Brieuc. Maurice Pelland fut heurté, et décida, grâce à son métier de cheminot, de rentrer dans la Résistance en sabotant des locomotives. Mais cela ne dura pas. La Gestapo l'arrêta le 4 décembre 1942. Maurice Pelland ne fut pas jugé par un tribunal allemand. Son père, inquiet, demanda à la SNCF de s'enquérir auprès des autorités allemandes du motif de son arrestation. Suite à conversation téléphonique de ce jour au sujet de M. Pelland-Maurice, mineur ouvrier arrêté par les autorités allemandes le 4 décembre 1942 et détenu à la caserne Scharner jusqu'au 11 décembre 1942. Nous vous informons que notre démarche auprès du service allemand du dépôt afin de savoir la destination assignée à notre agent est restée infructueuse. Le chef de dépôt allemand nous a informé que la Feldgendarmerie se refuserait à nous donner toute précision. Monsieur Pelland-père aurait appris par une sentinelle allemande que son fils était dirigé sur Compiègne. Saint-Brieuc, le 12 décembre 1942, le chef de dépôt. Bon, Compiègne, c'était pas le Club Med, hein, mais par rapport à ce que j'ai connu par la suite, euh, on était quand même pas trop maltraités. On ne pouvait être pris pour faire des corvées. Moi, j'avoue que j'ai été volontaire pour certaines corvées parce que j'avais appris que des corvées allaient à la gare de Compiègne. Et comme j'avais réussi à camoufler ma carte SNCF et un brassard qu'on avait spécialement les cheminots parce que comme on travaillait des fois de nuit, donc on avait ce brassard qui nous permettait de circuler la nuit. Hein. Je me dis que si je vais à la gare de Compiègne faire une corvée, je me tire, je remets mon brassard, ma carte, je suis cheminot, ça va, je vais monter. Mais j'ai jamais été envoyé à la gare de Compiègne. Maurice Pelland bénéficie de la solidarité de ses codétenus. Grâce à M. Riz, un juif interné avec lui, il peut faire parvenir une lettre à ses parents. Que papa ne désespère pas et qu'il fasse tout son possible pour me faire libérer. Ne vous en faites pas. Je supporte patiemment mon internement. Maman, aie bon moral. Je vous reverrai bientôt. Par la suite, il est autorisé à envoyer des courriers. Alors que les parents de Maurice pensent que leur fils se trouve toujours retenu à Compiègne, ils reçoivent une lettre de Madame Boucher qui les prévient. Madame, ayant eu des nouvelles de mon mari qui se trouvait à Compiègne avec votre fils, j'ai reçu une carte qu'il a réussi à me faire parvenir en me disant de cesser toute correspondance et envoi de colis d'aucune sorte, car ils sont partis pour une destination inconnue, et il demandait sur cette carte de vous faire prévenir. Ils sont partis le 23 de Compiègne dans des wagons à bestiaux. Je vous souhaite bon courage, madame, recevez mes amitiés. Là, un matin, on est réunis à peu près 1600, 1580, enfin 1600, sur la place d'Appel, et on nous dit de prendre nos bagages, le peu de bagages qu'on avait, et on est emmené à pied, on traverse la ville de Compiègne, encadré par l'armée allemande, et on est embarqué dans un train, dans des wagons à bestiaux, là, wagons qui pouvaient contenir normalement 40 hommes. On est chargé à 100, 110, 120 dans certains. Alors, dans ces wagons, il n'y avait pas le confort, évidemment. Il y avait de la paille par terre, c'est tout. Il y avait un bidon de 200 litres d'essence dont ils avaient enlevé le fond, qui servait pour les besoins naturels, hein, des gens, des déportés, des détenus. J'aime mieux vous dire qu'une centaine de gens, ça se remplit vite. Hein. Et ce fameux bidon-là débordait. Hein. Alors en cours de route, à chaque coup de frein, ça se répandait par terre, plus la transpiration de 110 personnes. Vous voyez l'ambiance, là. C'était un voyage assez pénible. On a bien essayé de s'évader. On a décloué une planche, 2 planches. Et puis, la paille qu'ils avaient mis,
est passé par les planches et les Allemands sont aperçus. Donc ils ont fait arrêter le train dans une gare et ils ont fait remettre des planches par des cheminots pour qu'on puisse pas s'évader. Et donc il faisait pourtant très froid à ce moment-là. Je crois qu'il faisait moins 10, moins 15. Mais à l'intérieur, c'était intenable. On n'avait pas à boire ni rien. Et on ne pouvait pas non plus être tous assis par terre. Alors donc, on a dû un tour de rôle, la moitié du wagon debout, la moitié assis, hein, tout ça, pendant 2 jours et 2 nuits. Ça a duré puisqu'on est arrivé le 25 à... Bon, depuis qu'à un moment, on se rendait compte qu'on roulait en Allemagne, hein, parce que dans les petites fenêtres grillagées, ceux qui étaient le plus près voyaient vite le nom des gares en allemand, donc ils savaient qu'on était en Allemagne, ils nous le disaient. C'est comme ça qu'à un moment donné, le train s'est arrêté, défini. Et les portes sont ouvertes. Et on a commencé à entendre des cris en allemand, des chiens qui aboyaient, et des militaires, c'était des SS, qui sont rentrés dans les wagons et à coups de crosse, ils nous faisaient descendre des wagons rapidement. Hein, il fallait vite, vite, vite. Et alors on était évidemment dans le noir depuis plus de 48 heures, et en face, le train, il y avait une rangée de projecteurs qui éclairaient, donc on avait ça dans la vue. En plus, on était complètement abrutis. Alors celui qui avait 20 ans comme moi, ça allait, hein, parce qu'on n'était pas à quai, donc il fallait sauter 1 mètre à peu près de hauteur dans le ballast. Hein. Je me souviens d'un prêtre de Lorient qui avait encore sa soutane à l'époque. Il avait dans les 70 ans. Quand il a sauté, il est mal tombé, il s'est cassé une jambe. Il est resté là et le SS l'a achevé au pied du wagon d'un coup de crosse. Il est resté. C'est le premier mort que j'ai vu là. Bon, de là, on nous a mis en colonne par 5 sur la route. Les déplacements dans les camps partout, c'était sous fume par 5. Toujours 5, 5, 5. Et encadré par donc les SS, on allait, on ne savait pas où, hein. On marchait. Et à un moment donné, on a croisé des Hitlerjungen, des jeunes hitlériens. Alors en uniforme, ils avaient 14-15 ans, 13-14-15 ans, brassard à croix gammée, uniforme kaki, etc. Je ne sais pas ce que les SS leur ont dit, mais à ce moment, à partir ils commençaient à nous cracher à la figure, à prendre des cailloux, à nous les jeter. Enfin, il nous a accompagnés presque jusqu'à l'entrée du camp, qu'on a su où on arrivait. On arrivait au camp de Sachsenhausen. Hein. Sur la grille d'entrée, il y avait marqué Arbeit macht frei, le travail. Et on est rentré dans ce camp. C'est là qu'on a commencé à voir les premiers déportés en uniforme rayé, avec un numéro de matricule, maigre, tondu, etc. On était un peu abrutis, on se dit, oh, on est en transfert, ce sont des bagnards. Vous voyez, la réflexion, ce sont des bagnards. Et effectivement, c'était des bagnards. Et on s'est dit, on ne restera pas là, on a été vite détrompés. On nous a fait rentrer dans une baraque sur le côté. Et on a commencé à nous déshabiller complètement. Et on nous a tondu de la tête aux pieds, cheveux, poils, partout. Et puis passé avec un pinceau, un désinfectant. Moi j'appelle ça du grésil, ce qu'on mettait dans les étables en Bretagne
pour désinfecter. J'aime mieux vous dire qu'après la peau, on avait des cloques et des... Enfin bon. Et on est passé dans une deuxième baraque où on nous a distribué le vêtement rayé, une chemise, un caleçon, une paire de chaussures à semelle de bois, et puis le béret. Et, ouais, et évidemment, il n'y avait pas le tailleur pour prendre vos mesures. Hein. Vous y aviez un grand, un petit. Enfin, après, on s'est débrouillé entre nous. Mais donc, on a été habillés en rayé et on passait dans une troisième baraque où on vous donnait une bande de tissu où il y avait marqué un numéro avec un triangle rouge et un F. Et ça devenait notre identité. Hein. Il a fallu coudre ce triangle, ce numéro sur la veste, un sur le pantalon, hein, et on perdait notre identité, on devenait un numéro. Moi, je suis devenu le numéro 58 197 au camp de concentration de Sachsenhausen. Deux mots sur le quand un SS ou un capot vous appelait, il n'appelait pas Maurice Pellan, c'était fini, il appelait le 58 197. Hein. Ça, c'était mon numéro en allemand. J'ai dû l'apprendre par cœur parce que si je ne répondais pas, ben, j'étais frappé. Comme c'était affiché là, il voyait bien, donc il me frappait hein, pour me faire comprendre que c'était bien moi. Hein. Et au point que quand j'ai été libéré, qu'on m'a demandé mon numéro de matricule dans le camp, j'ai dû me le réciter en allemand pour le savoir en français. Je ne le savais plus en français, je savais qu'en allemand. Détail du premier appel du soir, le premier soir, parce que tous les jours, il y avait l'appel du matin, l'appel du soir. Là, quand on est arrivé, l'appel du soir, on a donc été sur la place d'appel, où il y avait au milieu, il y avait une potence, où on pendait les gens qui avaient voulu s'évader, qui avaient saboté leur travail, pour une raison quelconque. Ce jour-là, il n'y avait pas de pendu à la corde. Mais en dessous, sous la potence, il y avait un petit russe avec deux betteraves, une grosse betterave dans chaque main. Il était accroupi, ce russe qui était déporté comme moi, donc. Et il avait 14-15 ans, 15 ans. Et il était là depuis le matin, il faisait moins 15, moins 20. Et il était là pourquoi? Parce que à la cuisine, il avait volé quelque chose. Il avait chapardé pour se nourrir. Et en punition, les SS l'avaient mis sous la potence avec une betterave dans chaque main. Et j'ai su que le soir après l'appel, hein, quand ils l'ont enlevé, il était mort gelé, avec ses deux betteraves dans la main. J'ai été désigné une fois pour la Strafkompanie. La Strafkompanie, c'était, on pourrait dire, les travaux forcés dans les travaux forcés. C'était un commando qui était chargé de rôder les chaussures de l'armée allemande, c'est-à-dire de tester les chaussures et les imperméables de l'armée allemande. Alors dans ce commando-là, le matin, après l'appel, on vous enfilait l'imperméable, les chaussures, et on vous mettait un sac de 18 à 20 kilos de sable sur le dos, et on tournait toute la journée autour de la place d'appel, dans des cailloux, des flaques d'eau, du sable, cailloux, flaques d'eau, au pas, courir, le capot frappait, etc. Et on faisait ça alors j'aime mieux vous dire, j'ai fait ça 2 ou 3 jours.
heureusement que c'était au début de ma déportation, parce que ça aurait été quelques mois après, je ne serais pas là à vous parler actuellement. Hein. C'était quelque chose de très d'atroce. J'ai eu la chance, au bout de à peu près un mois, d'être désigné pour un commando, parce que les SS nous gardaient pas à rien faire. Soit qu'on était utilisé à entretenir les baraques, le camp, ou soit envoyé dans certains étaient envoyés par exemple à Berlin désamorcer les bombes qui n'avaient pas éclaté. Hein. Je vais mieux vous dire que comme on n'était pas des spécialistes, hein, certains ont sauté avec la bombe qui désamorçait. Moi j'ai vu rentrer les camions avec des camarades en charpie parce qu'ils avaient sauté avec la bombe. Et on pouvait être désigné à n'importe quoi, mais moi j'ai eu la chance d'être envoyé dans un commando qui s'appelait le Heinkel 160. Heinkel. Heinkel, c'était une usine d'aviation où ils fabriquaient un bombardier léger, le Heinkel 177, et où pas mal de Français ont été envoyés. Hein. Dans ma déportation, c'était un peu une chance parce que au lieu d'être dehors tout le temps, on était, malgré qu'on travaillait 12-13 heures par jour, on était on avait un toit sur la tête. On était à l'abri des intempéries. On n'était pas à l'abri des coups, ça j'aime mieux vous le dire. Mais enfin, c'était quand même un peu moins mal, si je peux dire. On fabriquait plus ou moins le Heinkel 177. J'aime mieux vous dire que, pour ma part, tant que j'ai pu, j'avais saboté des locomotives. J'ai essayé de saboter le Heinkel 177 dans la petite partie que Enfin, j'étais quand même un professionnel de l'ajustage. Donc j'ai réussi quelques... Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin, je peux vous dire que j'en ai réussi quelques-uns. Ça, le temps traînait comme ça, comme appel, travail, etc. On a quand même appris, on apprenait le débarquement, on a appris la libération de Paris, on a appris que les Alliés avançaient, etc. Les Russes aussi. Si bien qu'un jour, le commandant du camp, quand on était encore en quarantaine, nous fait dire, avait dû voir qu'on avait appris que les Russes avançaient, ils avaient repris Kharkov. Et il nous fait traduire en français, en polonais et en russe. C'est pas parce que les Russes ont pris Kharkov que vous sortirez vivant d'ici, vous sortirez tous par la cheminée des fours crématoires. Et on voyait les cheminées, les fumées du four qui redescendaient sur la place d'Appel, vous voyez. C'était quelque chose de... Ça nous avait rabattu le moral. Hein. Mais enfin, petit à petit, quand même, on se disait, quand on avait appris la libération de Paris, tout ça, toujours pareil, on se voyait à Noël, à rentrer à la maison. Ben, malheureusement, Noël, on était toujours au commando Heinkel pour ma part. Une journée, ça débutait à 5 heures du matin, 5h30. Il fallait aller se laver. Hein. Même après qu'il y a eu les bombardements, qu'il n'y avait plus de robinet, etc., on se lavait comme ça. On cassait la glace. Il fallait quand même se mouiller, même qu'on... Et alors évidemment, on n'avait pas de savon, pas de serviette, pas de brosse à dents. Alors, on se lavait comme ça, et on s'essuyait avec sa chemise, et on remettait sa chemise. Hein. Voilà. Hein, et on se rhabillait. Et on allait à l'appel.
Alors l'appel, au début, pendant un mois ou deux, on avait un petit morceau de pain au déjeuner. Et après, ça a été supprimé, donc on n'avait plus rien du tout au déjeuner le matin. Donc on allait après s'être lavé et avoir fait les lits, parce qu'il fallait encore faire les lits où on couchait, les faire très bien. Ils appelaient ça, faire ça comme des boîtes à cigares. Hein, donc il fallait que ça soit impeccable. On allait donc à l'appel. Matin, ça ne durait pas trop longtemps parce que il fallait aller travailler dans cette usine. Et on travaillait donc comme moi j'avais la chance d'avoir eu une profession, donc ajusteur. J'ai retrouvé, c'était moins difficile encore que d'être à la chaîne ou d'être à d'autres corvées dans cette usine. Et on s'arrêtait vers midi, midi et demi. On nous distribuait 3/4 de litre d'eau tiède dans laquelle nageaient des morceaux de betterave ou de rutabaga. Et puis c'est tout. Et on reprenait, au bout de même pas une demi-heure, à l'usine jusqu'à 5h30, 6h. Enfin, ça dépendait l'été ou l'hiver. Et il y avait l'appel après. Hein, on sortait et sur la grande place de l'usine. Il faut vous dire que dans ce commando, c'était un des commandos où on ne retournait pas au grand camp. On vivait sur place. Donc il y avait une petite place d'appel et on avait l'appel du soir. Alors l'appel du soir pouvait durer 2 ou 3 heures. Hein. Même j'en ai connu un ou deux de plus. Mais enfin, en général, ça durait assez longtemps et souvent 2 heures. L'été, ça allait. Mais l'hiver, quand il fait à 30 km de Berlin, il faisait -20, -25, avec juste le pyjama rayé là sur le dos. Il faisait très froid et on était complètement gelé. Et comme on n'avait pas très peu à manger, donc on était dans un état de déficience formidable. Alors à ce moment-là, on avait des camarades qui tombaient. De froid, de faim. Hein. On n'avait pas le droit de les relever avant la fin de l'appel, parce qu'ils comptaient jusqu'à ce que l'appel soit terminé. Vous voyez, c'était l'appel, moi ça m'est resté, j'ai souffert de la faim, mais du froid dans ces appels, c'est quelque chose qui me... Rien que d'y penser, j'ai froid. Les autorités nazies permirent à Maurice Pelland d'écrire une lettre à sa famille le 4 juillet 1943. Mes bien-aimés, j'ai reçu mon 6e paquet le 6 juin et je vous remercie pour toutes ces choses merveilleuses. Malheureusement, je n'ai pas réussi à manger le pain qui était moisi. Il faudrait le cuire plus ou l'envelopper différemment. Je suis en bonne santé et espère qu'il en est de même pour vous. J'espère que ma sœur a réussi son examen. Je vois avec plaisir qu'elle se lie d'amitié avec Denise. J'en suis vraiment très heureux. S'il te plaît, envoie-moi un paquet de sel de fruits pour donner un peu de saveur à l'eau. Tu en trouveras à la pharmacie. Je vous embrasse tous très fort, surtout ma chère Denise. Je pense souvent à vous, je ne vous oublie pas. Saluez tous mes amis, votre fils, Maurice. Le sel de fruits que Maurice Pelland espère recevoir de ses parents est un médicament combattant les infections liées à l'estomac. En affirmant que cette substance donnera un peu de saveur à l'eau, il essaye subtilement de rendre compte des conditions d'hygiène exécrables à Sachsenhausen. En effet, sous la contrainte, il n'était pas libre d'écrire ce qu'il voulait et ne pouvait pas expliquer à des personnes extérieures la réalité des camps. Peut-être souhaitait-il aussi ne pas trop inquiéter ses parents. Mais à ce régime-là, on ne tient pas le coup. Hein. Au bout d'un moment, on est fatigué, malade. Moi, j'ai attrapé une tuberculose pulmonaire. En avril 1944, j'ai commencé à cracher le sang. Et de là, j'ai été envoyé, comme j'avais beaucoup de température, etc., je ne pouvais plus travailler. J'ai été envoyé au Revire, c'est-à-dire l'infirmerie du commando, Henkel,
une petite infirmerie où je suis resté une huitaine de jours. C'est là que je dois dire que j'ai senti la solidarité d'avoir un petit groupe de camarades qui étaient ensemble. Parce que, sachant que moi j'étais en mauvais état, le soir, sur leur maigre ration de pain, les 7 camarades prélevaient une petite tranche de pain et les donnaient à un d'entre eux qui, clandestinement, parce qu'il n'avait pas le droit de venir me voir, venait m'apporter ces 7 petits morceaux de pain hein, pour me retaper. Vous voyez, la solidarité, ça c'est entre physique et morale, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je dois dire que les 8 camarades que nous étions, nous sommes rentrés de déportation tous les 8. Aucun d'entre nous n'est mort. Ça, c'était une chance formidable. Malheureusement, je suis envoyé à la baraque des tuberculeux. Et je suis reçu par un infirmier qui n'était pas un infirmier professionnel. C'était un droit commun allemand. C'est-à-dire, pourquoi droit commun? Parce qu'au lieu d'un triangle rouge, comme nous les politiques, il avait un triangle vert, qui voulait dire qu'il était droit commun, voleur, violeur, gangster, mais enfin, il avait eu une planque et il était là comme infirmier. Et quand je suis arrivé, il me dit, tu vois, il y avait 40 lits, 40 places dans les lits à étage, dans cette baraque. Et il me dit, tu vois, ils sont tous occupés, tu vas attendre que celui-là, il soit mort. Alors, il me montre un lit, là, où c'était un Hollandais, était en train de mourir. Et il me dit, quand il sera mort, tu auras le lit. Alors, j'ai attendu 3 heures, assis par terre, que le Hollandais meure. Et puis, l'infirmier l'a pris par la tête, moi par les pieds, et on l'a mis dehors, où la charrette qui ramassait les morts l'a pris le lendemain. Et moi, j'ai eu un lit où et ça m'a sauvé la vie. Je suis resté là à peu près un mois. Bon, je n'allais pas travailler. J'étais un peu mieux nourri. Pourquoi? Parce que l'infirmier droit commun, il déclarait pas. Sur les 40, il y en avait 4 ou 5 à mourir tous les jours. Donc il ne les déclarait pas tous les jours. Et on avait les rations de pain et de soupe des morts qu'on se partageait. Donc j'ai pu me retaper un petit peu, si bien qu'au bout d'un mois, n'étant pas mort, on m'a viré. Et je me suis retrouvé dans une baraque du Grand Camp. La baraque où je suis retombé, ça s'appelait la baraque les SS l'avaient baptisée la baraque des musulmans. Pourquoi? Parce que dans cette baraque, c'était des déportés en fin de vie qui se vidaient parce qu'ils avaient la dysenterie. Et comme ils ne travaillaient pas, ils tournaient autour de leur baraque, enveloppés dans leur couverture. Ça leur donnait un air arabe, un peu une djellaba. Donc les SS les avaient baptisés musulmans. Et je serais sans doute mort au bout de quelques jours dans cette baraque-là. Si un politique allemand qui était chef de baraque d'un autre vient me trouver en me disant il avait dû voir que j'étais moins en mauvais état que les autres. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Si tu restes là, tu vas crever. En allemand, il me raconte ça. À l'époque, je comprenais bien. Maintenant, je ne saurais pas vous le traduire. Et, je lui dis, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, toi, rien, mais moi, je peux te faire désigner pour un commando où tu seras bien. Je vais te faire désigner pour le commando des chaussettes.
chaussettes, je ne savais même pas que ça existait. En fait, c'était un commando qui raccommodait les chaussettes des SS. Hein. C'était un travail planqué dans une baraque où, même si ce n'était pas chauffé, ils étaient à l'abri des intempéries. Il a été très étonné quand je lui ai dit, ben non, je ne veux pas y aller. J'avais l'impression qu'il voulait faire quelque chose, alors je lui dis, si tu peux faire quelque chose pour moi, tu me fais retourner au commando Henkel. Et miracle, 2 ou 3 jours après, il vient me trouver, il me dit, tu reviens par là, tu montes dans le camion et tu repars à Henkel. Et je suis retourné à Henkel où j'ai retrouvé mes 7 camarades. En janvier 1945, on a vu arriver un convoi de déportés d'Auschwitz. Pourquoi? Parce que les Russes avaient pris Auschwitz, enfin avancé sur Auschwitz, et les Allemands avaient évacué le camp vers d'autres camps. Hein, et on a vu arriver ces Juifs-là, ils les ont transportés dans des wagons, non, même pas des wagons à bestiaux, ils les ont transportés dans des wagons à coque, c'est-à-dire à charbon, des wagons en grillage, hein, comme des cages à poules. Et ils étaient là-dedans entassés. Quand nous, ils sont arrivés dans notre commando parce que le train arrivait dans l'usine. Donc ils sont arrivés là, et quand on les a déchargés, je dis bien déchargés, la moitié était mort gelés, hein, dans le transport. Les autres, ils les ont mis dans une baraque. Certains d'entre eux, on les entendait hurler parce que leurs membres dégelaient, etc. Quelques-uns avaient tellement mal qu'ils ont été se jeter dans les barbelés électrifiés pour en finir avec leur douleur. J'ai vu arriver au commando Henkel un briochin. Qui avait été vicaire à la cathédrale, l'abbé Vallée, qui a une rue à Saint-Brieuc, et qui venait d'une prison de Berlin, de la région de Berlin, où on décapitait encore les détenus. Et il est arrivé en novembre 1944, et j'ai eu le plaisir de rencontrer quelqu'un de Saint-Brieuc. Hein, c'est quand même quelque chose de formidable. Et un soir, après un appel qui avait duré un bon moment, on rentrait vers la baraque où on devait nous donner le morceau de pain. Et l'abbé Vallée était à côté de moi, on marchait ensemble. Tout d'un coup, il me prend par le cou comme ça, il me dit « Maurice, tu ne trouves pas que la vie est belle ?» Il était couvert de furoncule. Il y avait une furonculose carabinée. Il me dit « La vie est belle. Si on chantait une petite chanson ?» Et on est rentré dans la baraque en chantant une petite chanson, je ne sais pas laquelle. Je regrette, je voudrais bien m'en rappeler. C'est formidable, quoi. Arrivé en novembre 1944 avec moi. En février 1945, il a été désigné avec un groupe pour partir à Mauthausen. Et c'était des gens qui étaient en mauvais état de santé, très mauvais. Et alors on lui dit « Vallée, si tu veux, on peut t'empêcher d'y aller. » C'était pas difficile. On décousait les numéros des vêtements d'un mort et on le mettait sur celui de l'abbé Vallée, et celui de l'abbé Vallée, on le cousait sur le mort, et le mort, c'était l'abbé Vallée. Donc, ça s'est fait, hein. Mais non, il dit non, je suis le seul prêtre du groupe, je pars avec eux. Ah. Malheureusement pour nous, les SS avaient décidé qu'il n'y aurait
il ne fallait pas qu'il reste de traces dans le, dans le camp d'Oranienburg, de Sachsenhausen. Et alors ils avaient envisagé d'abord de nous mettre dans des péniches et de nous couler dans la rivière l'Asprey. Hein. Mais comme on était encore une trentaine, 40 000, ils ne pouvaient pas mettre tout le monde, donc ils ont décidé de nous évacuer vers la mer Baltique. Et ils nous ont sortis du camp, ils nous ont donné un morceau de pain, le droit de prendre une couverture, et en colonne par 5, par groupe de 500, on a été mis en marche sur la route en direction du nord, vers la mer Baltique. Et on a appelé ça, les Allemands ont appelé ça Todesmarsch, marche de la mort. Il faut vous dire que on a marché 12 jours, hein, presque, on marchait 20 km, 30 km par jour. Le premier jour, on avait ce morceau de pain, mais après, ça a été terminé. On a mangé, on mangeait l'herbe dans les talus, les pissenlits, on buvait dans les caniveaux. Tout celui qui ne suivait pas le SS l'abattait d'une balle dans la tête. Il faut vous dire qu'on est parti 30 000 du camp de Sachsenhausen et arrivé à Schwerin 12 jours après, on a été libéré 18 000. Donc en 12 jours, on a perdu 12 000 déportés, 1000 déportés par jour. Et alors nous qui étions un des derniers groupes de 500, on voyait nos camarades morts le long des caniveaux, tout ça. Des fois, on était obligé de les pousser pour pouvoir boire l'eau dans le caniveau. On est resté 2 jours, 2 nuits, dans un bois qui s'appelle à côté de Wistock, à peu près à mi-route, au bois de Bello. En 2 jours, il y a eu 730 morts. Il y a encore actuellement un petit monument. Et à chaque arbre, ils ont mis un triangle rouge avec le nombre de cadavres qu'ils ont trouvés au pied de chaque arbre. Ça c'était... Moi je vois encore un jeune russe qui en pouvait plus. Oui, c'était un russe. Et il s'est mis à genoux contre un arbre. Et le SS, comme c'était le dernier, sort son revolver, pof, une balle dans la tête et un coup de pied pour le mettre dans le caniveau. Terminé. Oui, c'était... La vie humaine, c'était rien du tout. Et les nuits, on couchait dehors, dans les champs. Alors, comme c'était 21, 22, 23, jusqu'au 2 mai, fin avril, début mai, il neigeait encore, il pleuvait. On se couchait on mettait nos couvertures qu'on avait comme ça, et on se couchait à Wittstock, là, on a couché sur le goudron de la place publique. Plus loin, une fois ou deux, on a couché dans des granges. Alors là, c'était quelque chose d'extraordinaire. On était à l'abri. Je me souviens que dans une grange, il y avait une batteuse et il y avait encore des grains de blé. Et dans le noir, les déportés se battaient pour manger les grains de blé. Vous voyez ce que c'est que la faim. Et ça continuait comme ça jusqu'au 2 mai. Le 2 mai, à midi, nous ont parqués dans un champ. On s'étonnait parce que on s'arrêtait pas le midi, c'était pas la peine. Il nous donnaient rien à manger. Alors on s'arrêtait pas le midi. Et là, on s'est arrêté. Et avec des camarades, on s'est aperçu qu'il y avait une rivière à côté. Et dans le champ, il y avait des boîtes de conserve, mais vides.
de l'armée allemande qui avait bivouaqué. Alors, moi, on décide que l'un d'entre nous irait chercher de l'eau, hein, parce qu'on mourrait de soif. Je prends 2 ou 3 boîtes de conserve, puis je descends un petit sentier qui descendait vers la rivière avec mes 2 boîtes de conserve. Quand je arrivais presque en bas, je rencontre un adjudant SS qui remontait d'avoir fait sa toilette ou je sais pas, avec son vélo à la main, parce qu'il était âgé. Alors, lui, il avait un vélo. Il faut vous dire qu'en plus de marcher comme ça, on avait une charrette où les SS avaient leurs valises, leurs bagages, et qu'il fallait que les déportés la traînent. Hein. Et il m'arrête et il me dit de pousser son vélo pour remonter. Moi j'étais à bout, je fais non. Et il me redit une deuxième fois, mais cette fois-là, il dégaine son revolver et il me met en joue. Et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait un jeune un russe encore avec moi qui faisait comme moi. Et lui, il a été plus intelligent, il s'est mis à pousser le vélo. Alors le SS a été satisfait. Bon, on est remonté avec le SS dans le champ d'où on était parti, avec nos boîtes de conserve vides, mais vivants. Hein. Et puis on est resté là encore 1 heure peut-être, pas tout à fait. Et on a été remis en route, en marche sur la route, en colonne par 5. Et on marchait depuis un petit moment. Quand j'entends dire mais vous êtes français? Je lève la tête, je vois un militaire avec une mitraillette. Et c'était un prisonnier de guerre français qui avait été armé par les Américains pour occuper un secteur de terrain. Mais il me dit, vous êtes libre? Et on ne s'était pas aperçu. Les SS nous avaient laissés. Ils étaient partis dans la nature et ils nous avaient laissés sur la route. Et on continuait à marcher comme des automates. Hein, on regardait les pieds de celui qui était avant nous, parce que si on tombait, et qu'on avait peur que le SS. Et c'est comme ça que j'ai été libéré. Hein. J'aime mieux vous dire que j'ai pas pleuré de joie. Hein. J'ai donc traversé la Belgique en train sanitaire anglais. J'étais jusqu'à Lille. De Lille, j'ai été envoyé à Roubaix, dans un hôpital aussi de Roubaix, où je suis resté, je ne sais plus, une dizaine de jours, et où j'ai pu prévenir mes parents que j'étais rentré vivant. Hein. De là, ma mère prévenue est venue me chercher à Roubaix. Je suis reparti, je suis arrêté à Paris, à l'hôtel Lutetia, là où on recensait tous les déportés, où on nous donnait une carte de rapatriés, parce qu'on n'avait plus de papier, on n'avait rien. Et puis, je suis rentré à Saint-Brieuc le 15 juin 1945, d'où j'étais parti le 12 décembre 1942. Hein. Bon, j'ai eu un traitement pneumothorax comme on faisait à l'époque. Et j'ai repris mon travail à la SNCF 4 ans après. J'ai mis 4 ans pour retrouver la santé. Et j'ai dû repasser des examens pour rentrer dans les bureaux parce que il n'était plus question pour moi de travailler physiquement dans des ateliers, ni de conduire des locomotives. Voilà. Puis la vie a continué. J'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai eu une fille, j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Voilà.